Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde organisée par Parlons RH en partenariat avec Cegid, Acton Group et Nexens. Je suis Stéphane Varezella et je suis comme d'habitude très heureux de vous accueillir pour évoquer un nouveau sujet essentiel, parfois mis de côté il faut le dire, mais pourtant stratégique, la gestion des IJSS. Alors pourquoi est-ce que c'est un sujet stratégique? Parce qu'elles sont essentielles pour garantir la fiabilité de la paie, la trésorerie des entreprises et aussi et surtout pour la satisfaction des salariés. Pour en parler et pour vous prouver que c'est un sujet vraiment stratégique, je reçois exceptionnellement 3 experts aujourd'hui pour parler de ce sujet. À distance, loin de moi, il y a Jérôme Ricard, qui est Product Marketing Manager chez Cegid. Bonjour Jérôme. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Et ici, à mes côtés, il y a Stéphanie Dassonville-Guillotin, qui est Payroll Outsourcing Manager chez Acton Group. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphane, bonjour Valérie, bonjour Jérôme, je suis très heureuse de vous rejoindre aujourd'hui. Bienvenue. Et juste à côté de moi, Valérie Robin, qui est Payroll Manager Shared Services Center chez Nexens. Bonjour Valérie. Bonjour Stéphane, bonjour à tout le monde. Merci à tous les trois d'être présents aujourd'hui. Et puis bien sûr, comme toujours, merci à vous de nous suivre en direct. Nous allons passer environ 1 heure ensemble de discussion et d'échanges interactifs. Durant cette table ronde, Jérôme, Stéphanie et Valérie vont partager avec nous leur expertise, mais aussi leur retour d'expérience sur ce sujet, il faut aussi le reconnaître, assez technique et encore une fois stratégique, qui est la gestion des IJSS. Comment ça va se passer? Eh bien, à travers 3 axes. Tout d'abord, les irritants de cette gestion, les irritants du quotidien, les impacts sur l'entreprise à tous les échelons de l'entreprise, et puis enfin, les solutions concrètes. Nous allons donc décrypter ensemble les enjeux cachés derrière ce processus. L'objectif, comme toujours pour vous, il est simple, c'est de vous permettre de mieux comprendre le sujet, les rouages de prorogation, d'identifier les leviers d'amélioration et bien sûr repartir avec des pratiques concrètes pour gagner en efficacité, en fiabilité et en sérénité. À la fin de la session, vous pouvez poser vos questions tout au long de la séance et à la fin de la question, on pourra y répondre avec Jérôme, Stéphanie et Valérie. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet avec une première question pour vous, Jérôme. Quels sont les défis aujourd'hui autour des IJSS? Eh bien, en fait, les indemnités journalières de sécurité sociale, c'est l'exemple parfait d'un sujet qui, bien que très technique, en fait, est devenu stratégique pour l'entreprise et une préoccupation constante, surtout pour les directeurs financiers. Pourquoi? Sur le principe, la subrogation, ça peut paraître simple. L'employeur continue de verser un salaire aux salariés en arrêt et se faire rembourser par la CPM, Caisse primaire d'assurance maladie. En réalité, la gestion de ce mécanisme est truffée de zones de friction que vivent au quotidien les équipes de paye. Premièrement, il y a la complexité des paramétrages en paye. Certaines conventions collectives donnent plus ou moins de réglementation autour du paiement avec des taux différents en fonction du type d'arrêt, des statuts, des situations particulières. Et ensuite, la DSN, qui est censée aujourd'hui automatiser les échanges, reste encore source d'incohérence parfois. Ça fait partie des axes de progression à la fois de Net Entreprise, JPMDS et des éditeurs de logiciels, d'améliorer ce flux. Donc, ça engendre des retards et du coup, un suivi compliqué et un manque criant de visibilité. Les équipes de paye ne savent pas toujours combien elles vont être remboursées. Souvent, elles ne savent pas quand elles vont être remboursées. Il n'y a pas les mêmes modalités de calcul entre la CPM et les entreprises. Et donc, ça crée une surcharge de travail, ça crée des décalages de trésorerie. Et ce qui, autrefois, passait, quand on n'était pas encore dans un suivi au quotidien de la trésorerie des entreprises, ça passait, c'est aujourd'hui une vraie préoccupation et un suivi des directions de ressources humaines et des directions financières. Pourquoi aussi c'est un enjeu prioritaire et que ça s'accentue selon une étude de l'IFOP et d'IOSACI, mais qui est confortée par d'autres études, les arrêts maladie ont un tout petit peu baissé en 2024,
de manière globale. Par contre, les arrêts de longue durée ont eux, atteint un niveau record. Et donc, qui dit longue durée dit des montants à récupérer de plus en plus importants. Et donc, le montant des IGSS que les entreprises avancent ne cesse d'augmenter. Donc, en fonction de l'effectif qu'on peut avoir, on peut se retrouver avec plusieurs centaines, voire millions d'euros de trésorerie à l'extérieur, et donc indispensable d'industrialiser ce processus. Et c'est comme ça qu'on pourra réconcilier la performance sociale et la sécurité financière pour les équipes de paye. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette vision globale. Valérie, je me tourne vers vous maintenant. Pourquoi la maîtrise des IJSS est un impératif pour les responsables paie, les DAF et aussi pour les professionnels des RH? Alors, parce qu'elle conditionne à la fois la fluidité des opérations et la fiabilité financière de l'entreprise. Pour les RH, les responsables paye et les DAF, bien gérer les IJSS, c'est éviter les erreurs de paye, sécuriser les flux financiers et gagner en efficacité au quotidien. La baisse des IJSS depuis 2025 va induire, alors la baisse du montant des IJSS depuis avril 2025 va induire une augmentation significative des indemnisations employeurs et un coût encore plus important pour l'entreprise. Merci Valérie. Une dernière question avant de passer au premier axe pour vous, Stéphanie. Quel est l'impact globalement des IJSS sur l'entreprise? Le non-recouvrement des IJSS a de nombreux impacts négatifs et va générer du stress, du mécontentement à tous les niveaux de l'entreprise et pour des raisons différentes. Déjà, ça touche les salariés. Alors, les salariés, vont se retourner vers les managers et pour les managers, c'est un sujet en plus à gérer. Un sujet pour lequel ils n'ont pas forcément les clés pour répondre. Côté paie, il y a une charge de travail qui est lourde. Il y a une pression constante, à la fois il y a la pression de la finance, il y a la pression de la direction. Et l'ampleur de cette tâche, aujourd'hui, elle reste encore mal connue ou mal comprise par les différents acteurs concernés. Ce n'est pas juste appuyer sur un bouton. Merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction. Merci à tous les trois. Avant de mettre les mains dans le cambouis, avant de parler d'outils, de parler de solutions, ou encore d'automatisation, il faut bien comprendre ce qui grippe la machine. Donc, concernant la subrogation des IJSS, les points de friction sont nombreux. On va rentrer dans le détail justement, et ils sont souvent sous-estimés. Ce premier échange est consacré aux bases, en fait, c'est-à-dire par où commencer, quels sont les points de blocage, les points de friction liés à la gestion des IJSS. J'ai une première question pour vous, Jérôme. Avant de chercher des solutions, justement, par où est-ce qu'il faut commencer pour améliorer la gestion des IJSS dans l'entreprise? Bien Stéphane, effectivement, avant d'imaginer des solutions, il est essentiel de partir d'un diagnostic rigoureux. Que ce soit dans les projets qui sont menés par Acton ou sur des projets que nous menons parfois aussi en direct, la première chose que nous faisons, c'est de réaliser un état des lieux complet de la gestion des IJSS. Ça passe par plusieurs inventaires. Le premier, c'est les outils qui sont aujourd'hui utilisés. Ils sont parfois multiples, ils sont parfois mal interconnectés. Il peut y avoir des outils à la DRH, des outils à la DAF, des fichiers Excel, des flux qui passent par mail ou par des solutions techniques, qui passent par le contrôle de gestion. Il faut cartographier l'ensemble des acteurs impliqués, gestionnaire de paie, responsable RH, DAF, contrôle de gestion, voire parfois des managers de proximité qui gèrent les arrêts maladie qui permettent d'optimiser le suivi. Et après, il y a quelles sont les règles dans l'entreprise et est-ce que ce sont les mêmes pour toutes les filiales du groupe qui déclenchent la subrogation? Est-ce qu'il y a de la subrogation pour tout le monde ou pas? Dans quel cas? Là encore, les pratiques sont loin d'être homogènes. Ces diagnostics qui ne demandent pas des heures, mais ça permet toujours de sortir des points de friction majeurs. Pourquoi il y a des erreurs fréquentes dans les calculs liés aux IJSS? Quelles sont, notamment sur les périodes de carence, on permettre le suivi et le rapprochement des montants. Avec la carence, ça change le montant qui est remboursé par
par l'entreprise ou par la CPAM, les délais de remboursement qui s'allongent en fonction des complexités de traitement interne. Donc, il y a forcément un vrai risque de non-conformité. Et l'évolution des arrêts maladie n'est pas forcément le moyen d'aller enrichir des équipes de paye qui sont déjà très, très, très occupées. Donc, il faut trouver des solutions pour optimiser ça et gagner en performance. Alors, donc, après, il y a les irritants opérationnels qui sont bien connus. Comment on retrouve les justificatifs? Est-ce que les managers ont envoyé systématiquement ces justificatifs? S'ils ont été égarés, comment on récupère? Comment on peut gérer ces situations comme les changements de caisse primaire en cas de déménagement? Tout ça, ça rajoute de la complexité au suivi. Et quelque chose qui, a priori, comme je le disais au début, sur le papier, pourrait être très simple, et en fait très complexe. Donc, cette mécanique en fait, fragilise globalement la confiance des collaborateurs des équipes de paye qui n'arrivent pas forcément toujours à rapprocher correctement les éléments de la CPAM et à gagner en performance financière pour la DAF. Merci Jérôme. Alors vous en avez parlé là des points de friction. Justement, Valérie, quels sont les principaux irritants dans la gestion des IGSS? Ils sont nombreux, hein. Faut pas se cacher. Ils se situent à plusieurs niveaux du processus. On peut les regrouper autour de 4 familles de difficultés. La première, on peut dire les erreurs fréquentes dans la gestion des absences, notamment les erreurs de calcul dues à la conversion des jours ouvrés où les arrêts sont saisis en jours ouvrés et alors que la CPAM les calcule en jours calendaires. Les problèmes de paramétrage ou de recettage, les problèmes d'arrondi et la mauvaise gestion en termes de temps, la mauvaise gestion GTA, pour être concise. La deuxième grande famille, c'est la gestion de la DSN et des anomalies, surtout, qui est complexe et chronophage. Les problématiques associées sont nombreuses. Elle croise plusieurs domaines et exige une gestion très très minutieuse. Parmi ces sources d'anomalies, on retrouve par exemple la non-reconnaissance sur notre entreprise lorsqu'il y a un changement de RIB, un changement de SIRET ou encore une adresse de l'entreprise. Ça va bloquer du coup les DSN et nécessiter des interventions dites humaines ou manuelles. Ensuite, il y a des problèmes liés à des erreurs de paye, notamment la mauvaise saisie du dernier jour travaillé de l'arrêt. Les mauvaises identifications de salariés, notamment lorsqu'ils ont appartenu à des régimes d'assurance autres que le régime sécurité sociale, comme la mutuelle, la sécurité sociale des mines ou la sécurité sociale agricole. Ou encore lorsqu'ils sont identifiés par un numéro de sécurité sociale temporaire, tels que les salariés en impatriation, qui, eux, ont un numéro de sécurité sociale commençant par 7 ou 8 et qui ne sont pas reconnus par les DSN et qui doivent attendre plus de 6 mois pour avoir un numéro de sécurité sociale définitif. Enfin, dans certains cas, je l'ai vu régulièrement, c'est en cas d'embauche en alternance ou en job d'été, le salarié communique le numéro de sécurité sociale de ses parents. D'où problématique ensuite d'identification. Nous avons aussi des problèmes de paramétrage, des accords d'entreprise sur les absences santé complexes qui peuvent polluer le paramétrage ou la gestion. Entraîner des anomalies, par exemple la subrogation en fonction de l'ancienneté ou subrogation calculée en période glissante. On rencontre aussi une problématique sur la perte de documents ou de fichiers par la CPM, tels que les arrêts de travail non reçus ou alors changement d'adresse du salarié. Les dossiers, dans ce cas-là, ne sont pas transmis entre caisses
Et régulièrement, par exemple, la caisse nous informe qu'elle n'a pas reçu les arrêts maladie alors qu'ils ont été envoyés via la télétransmission par le médecin traitant. Enfin, le gestionnaire de paye est parfois confronté à des problématiques qui dépassent ses compétences. Rappelons qu'il est expert paye, mais pas nécessairement spécialiste du cahier technique de la DSN. Merci Valérie. Stéphanie, il y a également des irritants sur l'aspect financier, avec le décalage de trésorerie, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, les remboursements tardifs peuvent fortement peser sur la trésorerie de l'entreprise. Pourquoi? Ils sont souvent liés à des situations particulières. Alors, on a des problèmes de reconnaissance AT-MP, on a mis en maladie, c'est en AT, etc. Une incohérence sur les salaires de référence, ça peut bloquer les dossiers. On a le fameux désaccord sur le dernier jour travaillé, ça c'est assez commun. On a l'arrêt qui a été transmis tardivement par le salarié à sa CPAM, donc décision non par la CPAM de le traiter. Et puis, dernièrement, avec Valérie, on a une problématique sur un congé maternité qui est bloqué depuis un moment parce qu'il n'y a pas le premier arrêt pato, il n'a pas été reçu par la CPM et on en est à un blocage quand même de 11 000 €. Donc, c'est vrai que ça peut peser lourdement. Et puis, on a aussi tout simplement la surcharge des services de la CPM qui ralentissent le traitement des dossiers. Alors, il suffit d'avoir besoin d'avoir une modification de l'arrêt de travail, donc on demande à son médecin, le médecin renvoie et la CPM, dans ce cas-là, peut bloquer le dossier ou retarder le paiement de 2 mois, ce qui est très long. Effectivement. Si je ne dis pas de bêtises, si je sais compter, Valérie, vous aviez parlé de 4 grandes familles, et on en a évoqué 3. Quelle est la 4e grande famille des irritants? Alors, la 4e, qui est assez importante aussi, c'est le poids organisationnel pour les équipes paye. La gestion des IJSS entraîne souvent une surcharge de travail interne, notamment la mauvaise répartition des rôles au sein des équipes de paye peut entraîner une surcharge de travail, des erreurs supplémentaires car le logiciel de paye est maître de la donnée. Beaucoup de données et de demandes arrivent au service paye qui ne concernent pas obligatoirement la paye d'ailleurs, comme la gestion des cartes de fidélité, comme la gestion et la suivi des contrôles des notes de frais, la hotline des salariés, les audits externes sur l'application InfoPaye, sur l'aide sur des accès outils. Un autre aspect est le travail perçu comme étant un travail sans valeur ajoutée. Autant la gestion des arrêts de travail et le suivi et le traitement des DSN font partie des tâches des gestionnaires paye, autant la récupération des IJ est pour eux un travail administratif et rébarbatif. Enfin, une pression liée au temps et aux priorités. Les gestionnaires gèrent leur paye avec au final une délivrance d'un virement conforme et les envois de la DSN mensuelle contrôlés sur un temps de travail imparti qui n'est pas toujours suffisant. Résultat, dans la gestion des priorités, la récupération des IJSS est souvent reléguée au second plan. Merci beaucoup Valérie. Je pense que maintenant le sujet des irritants concernant les IJSS est beaucoup plus clair pour nous maintenant. Pour terminer cette première thématique, je me tourne vers vous Stéphanie. De nouveau sur l'aspect financier avec la trésorerie et puis le suivi comptable. Le suivi comptable, que se passe-t-il lorsque les montants non récupérés sont significatifs? Quand ils sont significatifs, ils compliquent la fiabilité en fait, des prévisions de cash flow. Et pour trouver des solutions, ça peut générer aussi un coût financier avec des frais. Alors, les grands groupes, eux, généralement, ils peuvent absorber en fait ces décalages, mais la situation des PME est beaucoup plus difficile puisqu'eux fonctionnent souvent en flux tendu. Au niveau comptable, les IJSS nécessitent un suivi régulier pour éviter les erreurs financières. Et quand vous avez un volume important, c'est difficilement gérable. Et c'est d'autant plus complexe parce que les versements d'IJSS ne sont pas toujours alignés avec les traitements de paye.
D'une part, il y a la confidentialité des salaires, donc le comptable ne doit pas avoir accès aux salaires. Il y a aussi l'accès à tout ce qui va être numéro de sécu, avec la loi sur la RGPD, voilà, ça complique également. Donc les services comptables n'ont pas les accès à Net Entreprise, donc ils ne peuvent pas accéder au décompte de la CPM, et ça rend la tâche plus compliquée. Et puis, les virements IGSS sont effectués par la caisse départementale et regroupent plusieurs versements. Donc, on mélange les salariés, on mélange les dates d'arrêt. Alors, pour un comptable, pour commencer à lettrer les IGSS, ça devient vraiment très compliqué. C'est une mission manuelle et chronophage. Tout ça pour assurer une comptabilisation correcte. Très bien. Merci à tous les trois. On va passer à cette deuxième thématique. Là, vous l'aurez compris, je pense, parce que je l'ai répété plusieurs fois. Les IGSS, donc, ce n'est pas simplement un sujet technique, ni simplement un sujet administratif. C'est aussi un levier stratégique qu'on sous-estime trop souvent. Donc, dans ce deuxième temps d'échange, nous prenons un petit peu de hauteur pour parler des impacts sur toutes les couches de l'entreprise. Je vais commencer avec vous, Stéphanie, puisque vous évoquiez il y a quelques instants l'impact financier, et notamment les décalages de trésorerie. Que peut faire l'entreprise ? L'entreprise, elle doit mettre en place des stratégies financières pour minimiser les impacts des remboursements tardifs et optimiser ses opérations. Donc, ça peut être sous forme de découvert, de demande de ligne de crédit, d'affacturage. Alors, ce sont des systèmes qui vont avoir aussi un coût pour l'entreprise. Et selon les statistiques des mines, on observe un non-recouvrement de 20% lié à des erreurs ou à des manquements. Et il faut également rappeler que les remboursements des IGSS ont un délai de forclusion de 2 ans et un trimestre si aucune action n'est engagée auprès de la CPAM. Alors, en dernier recours, l'entreprise, quand les IGSS non récupérés ne seront jamais récupérés, va les passer en provision pour charge, ce qui a pour effet d'alourdir en fait les charges de façon des fois significative. Et puis également, on a le passage des commissaires aux comptes. Alors, en fonction du pourcentage d'IGSS non récupérés sur la masse salariale, ça peut faire l'objet d'une mention dans leur rapport. Merci. Donc, nous avons fait un bon tour d'horizon là sur l'aspect financier. Valérie, qu'en est-il de l'aspect humain ? Alors, il est souvent sous-estimé et il peut être très lourd, surtout en cas de non-versement des IGSS. Le salarié peut se retrouver dans une situation financière difficile et peut être incapable d'assumer ses charges quotidiennes et familiales, payer le loyer, les vacances, etc. Et ça peut aussi entraîner un stress important. C'est d'autant plus critique lorsque le salarié est en dossier de longue maladie ou dit de prévoyance, ou lorsque le salarié ne bénéficie pas ou plus de la subrogation. En effet, lorsqu'il ne bénéficie plus du maintien de l'employeur et est en attente des versements de l'organisme de prévoyance, le salarié se retrouve souvent sans revenu. Et dans ces cas-là, les démarches nécessaires pour obtenir le recouvrement des IGSS relèvent du salarié lui-même, qui n'est pas toujours en état physique ou mental de les engager. Ça peut arriver que les enfants, voire l'assistante sociale, doivent effectuer les démarches auprès de la CPM pour obtenir les paiements. J'ai eu le cas d'un salarié qui est malheureusement tombé du 4e étage et où on a dû faire intervenir l'assistante sociale pour faire toutes les démarches parce que ce monsieur n'avait pas d'autre famille. Donc j'ai travaillé avec l'assistante sociale pour obtenir tous les revenus qui lui étaient dus. Alors, pour les salariés aussi qui ne sont plus subrogés ou pas subrogés, l'entreprise elle peut être amenée à verser des avances pour répondre justement à des problématiques d'urgence. Alors, ça ajoute de la complexité dans la relation avec le salarié qui est déjà fragilisé et ça a à nouveau un impact direct en fait sur la trésorerie de l'entreprise. C'est très clair.
Stéphanie, on l'a déjà un petit peu abordé tout à l'heure, c'est l'impact organisationnel, le troisième impact sur l'entreprise. Il est réel et il ne peut pas être négligé en réalité aujourd'hui. Ben non, les équipes paye, elles ont une forte pression, notamment avec les directions financières. Il faut sécuriser la récupération des IJSS. C'est une charge très spécifique et elle va se faire au détriment en fait des autres charges de la paye. Et comme l'avait dit justement Valérie, il faut bien rappeler que ce n'est pas dans la formation initiale des gestionnaires de paye, ce rapprochement des IJSS. Et donc, ça contribue à une surcharge de leur activité et ça peut aussi amener à du turnover dans les équipes. Et les entreprises doivent aussi repenser l'organisation interne autour des arrêts de travail. Un arrêt est toujours associé à un document spécifique, arrêt pour maladie, arrêt pour raté. La circulation des flux concernant ces absences santé doit être très claire. Qui reçoit l'arrêt, qui le saisit, dans quel délai, etc. Pour éviter des retards et des pertes, car c'est cette donnée de base qui est à l'origine de l'IJSS. Trop souvent, cela passe par des intermédiaires non spécialisés dans les domaines, comme les managers, qui saisissent en GTA, donc en gestion des données, des temps, ce qui augmente le risque d'erreur, d'oubli ou de mauvaise saisie. Par exemple, le manager qui ne saisit pas l'absence le samedi et le dimanche parce qu'il considère que le salarié ne travaille pas normalement. Oui, ou alors il ne fait pas la différence entre une prolongation et un arrêt initial, ce qui va rajouter de la carence. Et c'est vrai que la formation aussi des managers, la formation continue des managers est indispensable. Et puis, on a l'évolution, parce qu'on a aussi des évolutions légales, notamment avec la prolongation et les week-ends, on a eu des nouveautés dernièrement. Donc, on doit mettre en place une organisation spécifique pour le traitement des IJSS, qui a à la fois un coût à la fois en ressources humaines et en investissement. Merci à toutes les deux. Alors là, nous avons posé le diagnostic, on a exploré les impacts de la gestion des IJSS sur l'entreprise. Sans surprise, et je l'avais annoncé, ce troisième temps d'échange concerne les solutions concrètes. Sur le terrain, on le sait, les attentes sont fortes, automatiser, fiabiliser, soulager les équipes, sans pour autant perdre en précision et en rigueur. Entre les spécificités réglementaires et puis les évolutions légales, et la réalité des organisations, simplifier n'est pas toujours simple en apparence. Dans cet axe, nous allons voir comment accompagner efficacement les équipes paie et RH, quels outils, quelles méthodes, quels ajustements pour rendre cette gestion plus fluide, plus fiable et surtout mieux l'intégrer dans les process de l'entreprise. Jérôme, je ne vous ai pas oublié, alors je me tourne vers vous. Concrètement, comment on peut aujourd'hui alléger la charge des équipes paie dans la gestion des IJSS au quotidien ? Alors, effectivement, Stéphane, sur le terrain, nos équipes commerciales en avant-vente ont souvent la même remarque de la part des équipes de paye. C'est on veut se concentrer sur notre métier, on ne veut pas passer des heures à pointer les événements ligne à ligne. Et donc, c'est là où notre rôle d'éditeur prend tout son sens. Donc, la première attente, c'est automatisation de ces flux. Donc, la première étape, ça va être de fiabiliser le flux. Comme j'évoquais tout à l'heure, une fois qu'on a cartographié l'organisation de l'entreprise, c'est de rendre le plus souple possible ce flux. Et en première récupération, notre rôle, c'est de récupérer les décomptes IJSS et de la part de Net Entreprise ou et de la sécurité sociale dans nos solutions de paye. Ça veut dire une chose pour les équipes de paye, c'est qu'il n'y aura plus de ressaisie. Et quand il n'y a plus de ressaisie, on diminue drastiquement les erreurs. Ça offre un gain de temps immédiat. Ensuite, notre deuxième axe, c'est de proposer, de rapprocher ce qui a été versé aux salariés versus, pour les salariés qui sont en subrogation, ce qui a été remboursé par la CPAM. Là encore, notre rôle, c'est d'apporter de la transparence, des solutions simples
est facilement appréhendable par n'importe quel gestionnaire de paye, et des outils qui permettent de suivre facilement ce rapprochement et d'identifier les écarts. Et notre rôle en tant qu'éditeur, il s'arrête là. Parce qu'on ne fait pas le contrôle à la place des équipes de paye. Ça, c'est soit le rôle des équipes de paye, soit de notre partenaire Acton quand cette tâche lui est déléguée. Donc, on a vu juste avant qu'il y avait quand même énormément de cas particuliers qui nécessitaient un regard humain pour le suivi. Et d'autre part, on ne va pas simplifier la complexité des règles CPM, elles sont ce qu'elles sont. Ce qu'on peut, ce qu'on doit, et les uns et les autres, c'est simplifier la gestion quotidienne, rendre les équipes plus efficaces, plus sereines, et chacun dans notre rôle apporter une pierre à l'édifice. Merci Jérôme. Stéphanie, de votre côté, quelles méthodes et solutions pratiques pour améliorer la gestion des IGSS au sein des entreprises vous proposez? Alors, en fait, en parallèle du travail de récupération, on doit faire une analyse de la circulation des arrêts de travail. Et tout ça pour sécuriser les bases et éviter un déficit perpétuel. L'objectif, ça va être de rendre un process clair pour chaque acteur impliqué afin d'éviter les pertes et les allers-retours. C'est assez simple, hein. Un arrêt, un document. À titre d'exemple, on a dans des entreprises, des managers qui vont demander l'arrêt de travail aux salariés et puis d'autres qui vont dire tu l'envoies directement au service paye. Il y a des arrêts qui arrivent, donc ça passe par différents intermédiaires, des services de courrier dans les grandes entreprises, et il y a des arrêts qui n'arrivent jamais. Pourquoi? Il y a aussi des faux. C'est là que je fais une petite aparté sur la sécurisation au 1er juillet des arrêts de travail, avec 7 points de contrôle, justement pour éviter les fraudes. Ensuite, il y a la mise en place opérationnelle et le traitement des IJ. Alors, nous, on s'assure déjà de disposer des bons accès, ça c'est important, et de mettre en place des outils de communication avec l'entreprise cliente pour avoir un échange fluide des informations. On va utiliser les outils paye, notamment un extracteur pour les bordereaux de paiement. On les récupère donc sur notre entreprise, les bordereaux de la CPM, et on les intègre en fait dans le système de paye. Ça permet ensuite de procéder à des écarts. Donc, avec le client, on va définir un seuil. On ne traitera pas en dessous d'un certain seuil qui est relativement faible. On neutralisera donc certains écarts et on traitera les autres. On va prioriser les arrêts longs, parce que ce sont les arrêts qui ont les plus grands montants, et également qui vont concerner des blocages de prévoyance. Et puis après, on va s'adapter, en fait, on va adapter notre méthode aux organisations des entreprises pour éviter de les polluer dans leur période de paye. Donc, on va regarder leur calendrier de paye, leur période de clôture, tout leur cycle de traitement. Et l'objectif, en fait, c'est d'éviter d'interférer avec les gestionnaires de paye, de leur compliquer la tâche lors de la paye en générant des problématiques. En fait, on ne va pas se marcher sur les pieds. Chacun son travail. Et puis, on va également prévoir des temps d'appel à la CPM. Alors, là, c'est un peu plus difficilement mesurable, en fait. On sait qu'aujourd'hui, appeler la CPM, c'est au moins une demi-heure. Ensuite, on va pouvoir traiter, dans le meilleur des cas, 2 personnes. Et en général, ça va être 1. Donc ça, on a du mal à mesurer l'efficacité des appels CPM qui sont pourtant nécessaires. Ok. Et peu importe les méthodes, peu importe l'organisation, le suivi et le pilotage sont indispensables aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, on fait des points réguliers avec les clients, justement pour voir les points de blocage, pour voir les régularisations. Donc, on va s'atteler sur des écarts assez importants pour trouver des solutions s'il manque des pièces. Alors, notre objectif, en fait, c'est d'alerter rapidement sur les anomalies, les problématiques humaines. Ça peut être un nouveau gestionnaire de paye chez le client qui, en fait, n'utilise pas bien le process de paye. Dans ce cas-là, il faut intervenir rapidement pour que le process soit bien appliqué. Ça peut être un bug technique, ça peut être une évolution. Il y a une évolution et du coup, il y a un paramétrage qui ne fonctionne plus correctement. Ça peut être un manager qui n'utilise pas bien la GTA. Donc, nous, on a ce devoir, en fait, d'alerte vers le client.
Et puis, on va mettre en place des KPI. Donc, les KPI, ça va être le suivi, en fait, de savoir combien il y a de DSM qui sont passés dans le mois, combien sont KO, de voir les arrêts courts, les arrêts plus longs, la moyenne des arrêts. Voilà, on définit avec le client un ensemble de KPI. Et il faut suivre aussi les évolutions légales. Il faut tenir informé. Oui, alors effectivement, donc j'ai parlé de la sécurisation des arrêts de travail. Dernièrement, on a eu aussi la baisse du plafonnement des IJSS, donc qui à la fois, alors ça va être un gain pour la CPM, on espère que ça va faire baisser l'absentéisme, mais ça va être surtout un coût pour les entreprises qui font le maintien de salaire, et puis également à terme un coût de la prévoyance. Et également, il y a eu la modification de règles sur les week-ends où on repasse facilement en arrêt initial si on n'est pas allé rapidement revoir le médecin. Alors pour conclure ce paragraphe, je dirais que moi j'ai l'habitude de dire que la paye c'est l'affaire de tous, mais je pense qu'on peut dire aussi des IJSS. Merci Stéphanie. Valérie, je vous donne la parole parce que vous avez amélioré vos processus et vos trésoreries grâce aux solutions proposées. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous préciser le contexte, la réponse apportée à cette problématique et puis surtout les bénéfices que vous avez tirés? Alors, oui, le contexte, alors c'est chez Nexans, suite à un changement de logiciel GTA et paye en même temps, donc GTA, gestion des temps, à des cessions de sociétés, à des réorganisations, notamment de l'équipe paye, il y a eu un retard important dans la gestion des IJSS. L'équipe paye en pleine réorganisation avait un très fort turnover. Il y a eu le remplacement du directeur paye, le responsable du CSP, de son adjoint. Donc, l'équipe paye s'est concentrée surtout sur les projets en cours, donc les cessions de société et les changements de logiciels, et n'a pas priorisé du coup la gestion et le recouvrement des IJSS. La réponse à cette problématique a été d'externaliser la gestion et le recouvrement des IJ. Dans la mise en place de l'externalisation, un poste de gestionnaire paye référent IJSS a été créé, qui est le contact privilégié avec le prestataire, donc Acton. Il est chargé de faire le lien avec donc ce prestataire, de collecter les pièces justificatives et de suivre les régularisations en paye et de traiter les anomalies où il est nécessaire, enfin, l'employeur doit intervenir et Acton a ses limites à ce niveau-là, légal normalement, enfin, en général plutôt. Les bénéfices. L'externalisation a permis de rattraper la situation compliquée et coûteuse. Le recouvrement des IJSS, du coup, est devenu une mission prioritaire. Elle est assurée en plus de manière régulière. On fait des points tous les 15 jours pour l'avancement. La charge de travail des équipes internes, du coup, a été allégée et leur a permis de se recentrer sur les tâches de cœur de leur métier à plus forte valeur ajoutée. L'externalisation a permis également d'assurer la continuité et la régularité du traitement, indépendamment des mouvements internes, des projets structurels en cours, etc. En interne, la seule alternative aurait été de réduire le nombre de payes pour les gestionnaires, pour les laisser du coup gérer les deux, pour pouvoir gérer les IJSS. Cela aurait impliqué l'embauche d'un ou deux gestionnaires paye supplémentaires, donc une augmentation de la masse salariale est difficile dans un contexte de restructuration et de restriction budgétaire. Merci beaucoup à tous les trois. J'aimerais terminer par un petit tour de table et je vais vous demander à chacun un petit mot de conclusion. Je vais commencer avec vous, Jérôme. Merci. Moi, pour conclure,
et par rapport à tout ce qui a été évoqué, je dirais qu'il faut retenir les 3 grandes priorités essentielles qui sont, 1, mieux piloter les IGSS, et ça tient en 3 mots: on diagnostique, on outille, on accompagne. Diagnostiquer, c'est essentiel pour mesurer l'ampleur de la tâche à réaliser, de cartographier les actions et de déterminer combien de temps perdu par les équipes aujourd'hui, où sont les points de friction. Sans cette photographie de départ, c'est difficile de progresser, hein. On parlait tout à l'heure de KPI. Eh bien, les KPI ne peuvent s'établir que si on a un point de départ et une vision à atteindre. Ensuite, il faut s'outiller, donc mettre en place des solutions qui sont capables de tracer les flux, de comparer, de rapprocher et de générer des alertes en cas d'anomalie ou de retard. Enfin, c'est d'accompagner au mieux les équipes, de former les gestionnaires, de renforcer les échanges entre la paye et la direction financière et surtout de ne plus laisser ces équipes isolées devant cette complexité. Sans cette combinaison, je dirais, une vision claire, des outils adaptés, un soutien humain qui permet de reprendre le contrôle sur les JSS, eh bien, il n'y aura pas de transformation. Et par contre, on peut, si on le fait, avoir un véritable levier de performance. C'est une conclusion longue, mais nécessaire. Merci beaucoup, Jérôme. Valérie? Le recouvrement des IGSS est souvent considéré par les gestionnaires paye comme une tâche rébarbative et chronophage et sans valeur ajoutée. En conséquence, ils la traitent souvent, voire toujours, en dernier ressort. L'externalisation permet de prioriser ces tâches, de l'assurer de manière régulière. Les gestionnaires paye peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier et ont le sentiment de retrouver un vrai métier et de pouvoir d'avoir des tâches à plus de haute valeur ajoutée. Merci Valérie. On termine avec vous, Stéphanie. Oui. Moi, je dirais qu'il ne faut pas laisser une situation se dégrader. Il y a 3 points. En 1, le process de circulation des arrêts de travail. La fiabilité des outils, c'est indispensable au lancement du recouvrement des IJ. Si ça ne fonctionne pas, on ne va rien récupérer. Ça ne fonctionne pas à la base. Ensuite, il faut bien séparer les périodes passées. On les met à part. Les arriérés, ça fait l'objet d'une opération séparée qui, en général, est externalisée. Et puis après, il faut organiser le traitement régulier des arrêts de travail afin de limiter les situations de blocage, les volumes importants. Et ça permet aussi de fluidifier la trésorerie. Alors, ça passe soit par des embauches en interne, soit par l'externalisation. L'externalisation, en résumé, c'est une bouffée d'oxygène pour les équipes internes. On a des indicateurs qui repassent rapidement au vert et une amélioration de la trésorerie. Et je dirais qu'en entreprise, le sujet des IJSS devient alors un sujet normal. Merci beaucoup, Jérôme, Stéphanie et Valérie, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous qui nous regardez d'avoir posé vos questions en direct. On va pouvoir y répondre. Justement, j'ai une première question qui fait écho à ce que vous venez de dire, Valérie. Une question de Lara qui nous dit « Chez nous, les IJSS sont gérés à la fin, quand on a le temps. Comment convaincre la direction que c'est un vrai sujet stratégique et pas simplement une ligne comptable ?» Oui, effectivement, c'est souvent le cas. Les gestionnaires paye traitent effectivement les IJ en dernier ressort. Comment les convaincre? Il faut leur montrer que cela a un impact financier. Donc, on les implique dans les relations avec la finance pour voir un peu l'impact que ça peut avoir financier et sur le recouvrement. On peut aussi leur faire traiter les dossiers de prévoyance et voir l'impact humain que cela peut avoir aussi. Un salarié sans revenu. Voilà. Oui, moi je dirais que c'est vrai qu'en demandant le montant des IJSS non récupérés au service finance, c'est déjà un indicateur à remonter à la direction. Très bien, merci beaucoup.
J'ai une question aussi d'Inès. Alors j'aime bien cette question. Elle nous dit qu'elle ne comprend pas comment on peut se tromper sur la date de début de l'arrêt maladie, puisqu'on reçoit en fait l'arrêt avec les dates incluses pour la fin de l'arrêt. Alors, le dernier jour travaillé, il y a souvent des erreurs, c'est lorsque le salarié va chez le médecin après sa journée de travail. En fait, le médecin va indiquer le jour même, donc le jour de l'arrêt, le jour où il est allé chez le médecin. Or, en fait, il a travaillé. Donc, souvent, l'entreprise, la personne qui saisit, le salarié a travaillé, donc pour elle, quand elle saisit, elle ne met que le lendemain. Et la CPM bloque le dossier parce qu'elle dit non, nous, sous l'arrêt, on a une date précise. Très bien. Et justement, Inès demande aussi, et c'est vrai que c'est une question importante, qu'est-ce qu'exactement la subrogation? Alors la subrogation, c'est en fait le fait de percevoir, d'avancer en fait le paiement des IJSS aux salariés via la paye plutôt que le salarié attende le paiement de la CPAM, qui peut être, comme on le disait, un peu plus long, sachant qu'on a l'obligation de faire la DSN dans les 5 jours après l'information de l'arrêt de travail, mais le paiement souvent se fait par quatorzaine, donc tout aux environs du 1er du mois et du 15 du mois, par la CPM. C'est des cycles de virement en fait. Et donc, si le salarié est absent du 1er au 5, il n'aura son virement qu'à la fin du mois. Alors qu'en paye, il l'aura tout de suite puisque ça sera dans sa paye. Très bien. Une question peut-être de Kevin, peut-être plus pour vous, Jérôme. Une question sur l'IA, puisqu'il nous demande si l'IA peut vraiment aider à fiabiliser le suivi des IJSS, ou est-ce que c'est trop complexe aujourd'hui pour le faire? Eh bien, en fait, je disais tout à l'heure, dans les solutions, il y a les rapprochements, la récupération automatique de ce qui vient de la sécurité sociale avec les retours de DSN. Donc ça, c'est une partie qu'on ne saisit pas. Par contre, il y avait toujours jusqu'à aujourd'hui la réception de l'arrêt maladie, la lecture de cet arrêt maladie avec la date de début, la date de fin, et puis le nom du salarié, retrouver, s'il y a des homonymes, retrouver le bon salarié. En fait, l'IA et la reconnaissance de caractère, c'est les deux associés, permettent de simplifier beaucoup ça et d'éviter la ressaisie, puisqu'on scanne l'arrêt maladie. Et après, l'IA, par différentes questions de reconnaissance de cet arrêt maladie, va pouvoir prendre les dates, positionner une variable de gestion des absences en automatique, l'associer au bon salarié, éventuellement proposer le bulletin recalculé avec l'incident de paye, et ça fait gagner énormément de temps et ça supprime aussi beaucoup d'erreurs. Merci Jérôme. Je reviens sur la question d'Inès qui, par rapport à votre réponse Valérie, a une nouvelle question qui est OK de ne pas mettre en place la subrogation. Est-ce que c'est possible de ne pas mettre en place? Alors, de plus en plus d'entreprises suppriment la subrogation, mais là, c'est issu d'accords ou d'accords d'entreprise. Ce n'est pas une décision, c'est pas un choix. Enfin, ça peut être une décision unilatérale, oui, s'il y a des accords, mais de toute façon, ça fait l'objet de négociations, puisque souvent, ce sont des règles aussi conventionnelles. Ça peut compliquer en fait après la gestion de la prévoyance, puisque l'employeur doit récupérer les décomptes IJ. Et des fois, il doit bien courir après parce que les salariés ne les fournissent pas. Et donc, ça bloque leur dossier de prévoyance également. C'est très clair, merci beaucoup. J'ai une autre question de Kevin qui nous demande comment gérer la situation avec un salarié qui attend ses JSS depuis des semaines. Est-ce qu'il faut communiquer? Est-ce qu'il faut compenser ou simplement attendre? Oui, alors il faut communiquer effectivement avec le salarié. En fonction de la situation du salarié, on peut verser une avance. Il y a des personnes qui se retrouvent du jour au lendemain sans revenu.
Attendre, non. Non, oui, il faut pas attendre. Après, ça peut être des appels vers la CPM pour voir quel est le blocage en fait de l'arrêt, pour résoudre au plus vite. Voilà, il y a plusieurs. On peut mettre plusieurs choses en place pour solutionner. Oui. Et puis après, il y a l'assistante sociale dans les entreprises de plus en plus pour des cas qui seraient très complexes. Oui. Enfin, assistance sociale de l'entreprise, mais ça peut être assistance sociale des hôpitaux et des communes. Très bien. Alors, une nouvelle question qui concerne plutôt les PME. Quand on est une PME sans équipe dédiée, quelle serait la toute première chose à mettre en place pour ne plus subir les IGSS? Quand on fait la subrogation dans une PME, peut-être externaliser parce que dans une PME, si on a un gestionnaire de paye qui à la fois, souvent c'est même le comptable qui fait la paye, en plus il doit gérer les IJ, s'il y a un absentéisme en croissance, ça peut devenir très compliqué pour lui. C'est vrai que dans ce cas-là, l'externalisation va lui permettre déjà d'effectuer ses tâches et de ne pas le mettre sous tension en permanence. Merci Stéphanie. Eh ben, une dernière question, celle-là, elle est de moi, donc je me donne la parole. Quel rôle les managers doivent-ils jouer dans cette gestion des arrêts maladie? Est-ce que c'est à eux de faire de la saisie? Tout dépend des organisations. Certains managers sont uniquement passe-plat, ils reçoivent l'arrêt et le transmettre. Dans d'autres organisations, le manager va effectivement saisir une absence dans la gestion des temps. Alors des fois, il va saisir l'arrêt de travail, mais s'il ne connaît pas forcément donc cet arrêt de travail, c'est vrai qu'il peut se tromper, il peut mélanger. C'est un AT, j'ai pas vu, j'ai mis de la maladie. Ou alors, il peut saisir des absences à qualifier qui seront ensuite réanalysées par les gestionnaires de paye qui vérifieront le bien fondé de la saisie, modifieront le cas échéant. Et verront également les absences qui restent à qualifier pour lesquelles l'arrêt de travail n'est pas arrivé. Et pourquoi n'est-il pas arrivé? Eh ben, merci beaucoup, Jérôme, Stéphanie, Valérie, encore une fois d'avoir répondu à mes questions sur ce sujet. On l'a vu assez technique, mais surtout, on l'a bien compris, stratégique. Jérôme Ricard, je le rappelle, vous êtes Product Marketing Manager chez Cegid. Stéphanie Dassonville-Guillotin, vous êtes Payroll Outsourcing Manager chez Acton Group. Et enfin, Valérie Aubin, vous êtes Payroll Manager Shared Services Center chez Nexens. Au fil de vos interventions, vous avez apporté un éclairage précieux sur les multiples facettes du sujet, qui, je le rappelle, sont les difficultés techniques jusqu'aux tensions organisationnelles, en passant par les impacts humains et financiers, souvent sous-estimés, ça aussi, on l'a souligné. Grâce à vos retours terrain, notamment Valérie, vous avez vos conseils pratiques et vos solutions concrètes. Cette table ronde a permis de sortir d'une vision purement administrative des IJSS, pour enfin faire apparaître la dimension stratégique de ce sujet. Vous nous avez rappelé aussi qu'en matière de gestion des absences, il ne suffit pas de suivre les règles, il faut aussi savoir s'adapter, s'outiller et structurer une réelle dynamique d'équipe. Et c'est justement cette approche transversale, à la fois opérationnelle et humaine, qui permet aujourd'hui de transformer une contrainte en levier de performance durable. Et il me reste aussi à remercier l'équipe web marketing de Parlons RH, tout particulièrement Ferhat Dandoun pour la mise en place technique de cette table ronde et Mathilde Layol pour la modération du chat pendant nos échanges en direct. Et puis bien sûr, un grand merci à vous en direct de nous avoir suivis et d'avoir contribué par vos questions à cette table ronde. Si vous souhaitez la revoir, le replay sera disponible juste après ce live. Voilà, et moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous très bientôt pour de nouveaux échanges autour de sujets passionnants qui façonnent aujourd'hui le monde des RH. Très bonne journée et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.